Il y a un matin, il n'y a pas si longtemps, où le silence de notre appartement parisien parlait plus fort que toutes les paroles échangées. J'attendais Antoine, l'heure exacte était 4h07, et l'odeur persistante d'un parfum qui n'était pas le mien imprégnait encore sa chemise froissée, un écho lointain de sa nuit. Il m'a regardé, avec ce mélange d'agacement et de supériorité qui lui était si propre, me disant que j'étais simplement hormonal, que je réagissais de façon excessive. Il pensait tout savoir, tout maîtriser, avec l'assurance tranquille de celui qui ne doute jamais. Ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il n'aurait jamais pu comprendre, c'est que mon silence n'était pas une faiblesse, ni une résignation. C'était une patience infinie, une observation méthodique, une lente et inéluctable accumulation de détails. Je n'étais pas aveugle à ces jeux, j'étais en train de voir, vraiment voir, pour la première fois, la vérité brute et crue. La vérité, comme une eau dormante, ne révèle sa profondeur qu'une fois la surface brisée, qu'une fois toutes les illusions envolées. Ce matin-là, le miroir de notre vie allait se fissurer. Il était 4h07 du matin lorsqu'Antoine Beaulieu franchit la porte vitrée de notre luxueux appartement dans le 16e arrondissement de Paris. La ville, dehors, scintillait encore de néons froids. Mais à l'intérieur, le silence coupait plus fort qu'une lame, un silence que je connaissais trop bien désormais. Sa chemise était froissée, un peu froissée comme son âme, sa cravate à moitié défaite, comme une promesse non tenue, et une faible trace de parfum Chanel s'accrochait encore à son cou. Ce n'était pas ma senteur, non, pas celle qui aurait dû l'accompagner. Moi, Clara Dubois, je me tenais près du comptoir de cuisine en marbre, pâle et calme, d'une calme étrange, presque effrayant. Mon ventre, enceinte de 6 mois, se gonflait doucement sous mon pull en cachemire gris, un rappel silencieux de la vie qui grandissait en moi, loin de son tumulte. Sur le comptoir reposait une chemise fine, toute simple, un stylo Montaigne, ce stylo qu'il aimait tant exhiber, et 2 enveloppes soigneusement empilées, attendant leur destin. Antoine fronça les sourcils, d'abord confus, puis son regard se fit insistant. « Pourquoi es-tu debout » marmonna-t-il, sa voix rauque, tentant d'atteindre un verre d'eau comme si de rien n'était. Ma voix ne trembla pas. Elle était posée, claire, sans aucune fioriture. « Tu devrais boire. Ça pourrait t'aider avec les mensonges coincés dans ta gorge. » Il se figea. Le verre resta suspendu en l'air. Il remarqua le dossier, là, sous ses yeux. Les mots requêtant divorce imprimés en haut, en lettres capitales, défilaient devant son regard incrédule. « Tu es sérieuse » murmura-t-il, un soupçon de colère commençant à poindre sous sa confusion. Mes doigts tracèrent le stylo lentement, comme pour graver chaque mot dans mon esprit. J'étais sérieuse au moment où tu t'es enregistré au Ritz Paris sous un faux nom, Antoine. Tes reçus sont dans ce dossier. Tes messages, tes photos, et ta fierté aussi. Tout y est, méthodiquement. Il cligna des yeux, puis, comme à son habitude, il se réfugia dans un rire. Ce rire arrogant, moqueur, qu'il me faisait autrefois passer pour de la confiance, pour une assurance inébranlable, résonnait désormais faux et creux. Allons, Clara. Tu es hormonale. Tu réagis de façon excessive, comme toutes les femmes enceintes. Mes yeux rencontrèrent les siens, stables et creux. Il n'y avait plus de chaleur, plus de flamme, juste le vide que ces actes avaient creusé. Tu as passé la nuit avec elle, n'est-ce pas? Il ne dit rien, ce silence lourd et assourdissant disait tout ce que je devais savoir, tout ce que mon cœur avait déjà enregistré. Je reculai d'un pas, lentement, comme dans un rêve. Je retirai mon alliance de mon doigt, ce cercle d'or qui avait autrefois symbolisé notre union, notre promesse. Elle heurta le marbre avec un petit tintement métallique, un bruit si infime et pourtant, dans le silence de cet appartement, il résonna plus fort que le tonnerre, scellant notre fin. Je n'élèverai pas mon enfant dans un foyer bâti sur l'humiliation, Antoine. C'est ma décision. Il ricana, sa voix vibrante d'un mépris glacé, cherchant à retrouver sa domination habituelle. « Tu ne vas nulle part avec mon bébé. Ce bébé est le mien. » Juste à ce moment, comme si le destin lui-même intervenait, la sonnette de l'ascenseur retentit. La porte s'ouvrit,
révélant l'assistant d'Olivier Montaigne, un jeune homme discret, tenant une petite boîte remplie de mes essentiels. Derrière lui se tenait le gardien de nuit de l'immeuble, poli mais ferme, son regard exprimant une discrétion professionnelle. « Madame Dubois », dit doucement le gardien, sa voix apaisante. « Votre voiture vous attend. » Le sourire narquois d'Antoine vacilla, s'effaçant peu à peu. Le choc commença à poindre sur son visage. « Tu as planifié ça ?» demanda-t-il, la confusion et une pointe de panique se lisant dans ses yeux. Je pris une lente inspiration, ma main se posant doucement sur mon ventre, sentant la vie en moi. J'ai planifié de survivre, Antoine. Simplement. Je me tournai pour partir, mes talons résonnant sur le sol en marbre, chaque pas un adieu. Clara, ne pars pas, grogna-t-il, son ton passant de l'incrédulité au désespoir, un désespoir que je n'avais jamais vu chez lui. Je m'arrêtai près de l'embrasure sans regarder en arrière. Tu l'as déjà fait. Au revoir. Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière moi, le son était final, un bruit léger, luxueux, marquant la fin d'un amour bâti sur des mensonges. Dehors, les toits de Paris scintillaient comme un millier de témoins silencieux. Je pressai ma main contre mon estomac alors que le bébé donnait un léger coup de pied, presque comme pour me rappeler que je n'étais pas seul, jamais vraiment. Je levai les yeux vers le ciel sombre, encore teinté de l'aube. Nous allons bien, mon petit. Nous allons recommencer. Mais au fond de mon cœur, je savais que ce n'était que le début, et qu'Antoine ne me laisserait pas partir si facilement. C'est là que, avant de m'engouffrer dans l'ascenseur, je lui tendis la deuxième enveloppe, mon regard fixé sur le sien, attendant l'onde de choc, une onde qui allait le déstabiliser plus que tout le reste. Il l'ouvrit, ses yeux parcourant le document. Les mots test de paternité et résultats négatifs s'affichèrent, noir sur blanc, le dévisageant. Son visage blêmit, le choc remplaçant la colère. Le bébé que j'attendais, le bébé que lui pensait le sien, ne portait pas son ADN. Ce fut le coup de grâce silencieux, un virage que l'histoire, jusqu'alors, n'avait pas encore révélé, et qui allait le briser bien au-delà de sa fierté. Le trajet à travers Paris à l'aube semblait irréel, comme un rêve flou. La ville brillait d'or contre les tours de verre, mais je la voyais à peine, mon esprit ailleurs, perdu dans le labyrinthe de mes souvenirs. Je m'assis à l'arrière de la Mercedes, une main sur mon ventre, l'autre serrant le dossier de divorce comme une bouée de sauvetage dans une mer agitée. Le chauffeur, engagé par le bureau d'Olivier Montaigne, ne dit rien, et son silence était plus sûr, plus réconfortant que toutes les paroles. Je repensais à la première fois où j'avais rencontré Antoine, il y a 10 ans de cela. C'était lors d'une galerie d'art sur l'avenue Montaigne. Il était si charismatique, si sûr de lui, un véritable homme d'affaires à succès dont le nom résonnait déjà dans les cercles financiers. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi brillant, d'aussi magnétique. Il m'avait séduite avec des dîners somptueux dans les meilleurs restaurants de Paris, des voyages impromptus à l'étranger qui me faisaient rêver, des attentions grandioses qui me faisaient sentir unique. J'étais une jeune femme pleine d'idéaux, de rêves simples, et il semblait être la réponse à toutes mes aspirations, à toutes mes attentes. Mais même alors, même dans cette euphorie des débuts, il y avait eu des signes. Des petites choses, des détails, des miettes que je n'avais pas voulu voir, que j'avais balayées d'un revers de main, les cachant sous le tapis de mon amour aveugle. Il choisissait toujours les restaurants, les plats, même les amis avec qui nous passions nos soirées. Au début, je trouvais ça charmant, une preuve de son attention démesurée, de son désir de tout maîtriser pour mon bien. Il disait, « Je veux que tu sois libre de profiter, ma belle Clara. Laisse-moi tout organiser, c'est mon rôle. » Je m'étais senti choyé, spécial, la seule à avoir le privilège de cette attention exclusive. Je me souviens d'une fois où j'avais partagé avec lui une idée de projet que j'avais pour mon travail de consultante. C'était une idée audacieuse, un peu avant-gardiste, à laquelle j'avais consacré des semaines de recherche. Il m'avait écouté avec un sourire distant, presque amusé, puis avait balayé ma proposition d'un revers de main, avec un rire léger et condescendant qui m'avait transpercé. « Ma chère Clara, c'est charmant, bien sûr.
Mais laisse les grandes décisions aux professionnels, n'est-ce pas? Tes petites passions, c'est très bien, mais le monde des affaires, la vraie compétition, c'est autre chose. Son ton était si doux, si enveloppant, que je n'avais même pas osé protester. J'avais simplement hoché la tête, un peu honteuse de mon audace, de ma naïve ambition. Ses compliments, même les plus élogieux, étaient toujours enveloppés d'une nuance subtile, comme si ma valeur était intrinsèquement liée à sa présence, à son approbation. Tu es si belle quand tu es à mes côtés. Personne ne te regarde comme ça sans que je sois là pour toi. Ou bien, tu ne pourrais jamais vivre sans moi, n'est-ce pas? Qui d'autre te donnerait tout cela, toute cette vie? Je n'avais jamais remis en question ces paroles, j'avais laissé ces graines de doute s'enraciner doucement dans mon esprit, minant ma confiance en moi. Nos amis communs, ceux que nous avions depuis l'université, s'étaient progressivement éloignés, sans que je comprenne vraiment pourquoi au début. Antoine n'aimait pas qu'il me détourne de lui, disait-il, qu'il me fasse douter de notre bulle. J'avais arrêté de les voir, me contentant de son cercle d'affaires, où je me sentais de plus en plus comme une figurante silencieuse, une ombre décorative. Le fossé s'était creusé, insidieux, entre le monde extérieur et la prison dorée qu'il avait construite autour de nous, une prison où mon âme se languissait. Ma conviction naïve que mon silence et ma compréhension préserveraient notre mariage commençait à se fissurer, me laissant avec un sentiment amer de regret et d'une sorte de trahison envers moi-même, envers la jeune femme que j'avais été. C'est quand mon ventre a commencé à s'arrondir, que les premières fissures profondes, celles qui ne pouvaient plus être ignorées, sont apparues. Antoine, autrefois si attentif à mon bien-être, ou du moins à son apparence, est devenu distant, évasif. Il rentrait de plus en plus tard, avec des excuses de réunion qui s'éternisaient à la défense, des rendez-vous clients imprévus qui l'éloignaient des heures normales de tout homme. Chaque soir, je me retrouvais seul dans l'immense appartement, le silence des pièces résonnant plus fort que mes propres pensées, plus fort que le tic-tac de l'horloge. Un soir, j'ai trouvé une écharpe en soie oubliée sur le dossier de la voiture, et une légère odeur de parfum que je ne connaissais pas s'y accrochait, une fragrance douce et fleurie, une senteur féminine qui n'était certainement pas la mienne. Mon cœur a fait un bond, mais je me suis forcé à respirer, à ne rien laisser paraître, à garder cette façade de calme que je m'étais construite. Les appels téléphoniques nocturnes sont devenus fréquents. Il s'éloignait pour répondre, sa voix basse, murmurante, évitant soigneusement mon regard. Un jour, en rangeant sa veste, je suis tombé sur un morceau de papier au fond d'une poche. C'était une note de frais, une addition salée d'un restaurant chic en bord de Seine, avec vue sur le Pont-Neuf, pour 2 personnes. La date correspondait à une soirée où il m'avait dit dîner seul, travaillant tard, un dossier urgent. C'était la première preuve tangible, froide, incontestable, de sa trahison. Une douleur sourde, lancinante, s'est installée dans ma poitrine, ne me quittant plus, même dans mon sommeil agité. Mais je n'ai rien dit, je me suis replié sur moi-même, observant chaque geste, chaque mot, chaque absence d'Antoine, comme une détective silencieuse. Son attitude était devenue glaciale, une distance insurmontable s'était installée entre nous. Il ne me touchait plus, ne me demandait plus comment s'était passée ma journée. Je n'étais plus qu'une ombre silencieuse dans son quotidien bien rempli, une présence que l'on tolérait, mais que l'on n'aimait plus. Mon intuition me hurlait la vérité, mais je voulais des preuves, des faits irréfutables, pour ne pas être taxé d'hystérie. J'ai commencé à vérifier discrètement nos comptes bancaires communs, remarquant des transactions étranges, des sommes importantes, à plusieurs dizaines de milliers d'euros, retirés ou transférés vers des comptes que je ne connaissais pas, des comptes professionnels dont il n'avait jamais parlé. Je me suis aussi permise de contacter quelques-unes de mes vieilles amies, sous prétexte de prendre des nouvelles, mais en espérant glaner des informations sur Antoine. Elles étaient vagues, visiblement gênées, comme si quelque chose n'allait pas, comme si elles savaient. Puis il y a eu l'appel de tante Gisèle. Ma tante, qui m'avait élevé après la perte de mes parents, et à qui je me confiais toujours. Sa voix était tendue, pleine d'une inquiétude que je ne lui connaissais pas. « Clara, ma chérie, peut-être devrais-tu essayer de t'arranger avec Antoine. Il m'a appelé, il a l'air si inquiet pour toi. Il dit que tu ne vas pas bien,
Que tu es fragile en ce moment. Mon cœur s'est serré, non pas de peur, mais de la certitude que Antoine avait déjà commencé à manipuler les gens autour de moi, à peindre un tableau de ma prétendue fragilité mentale. L'illusion d'un mariage stable, basé sur la confiance, s'effondrait peu à peu, remplacée par la certitude amère que j'étais seul face à ses mensonges, face à ses machinations. La solitude s'est intensifiée, une douleur sourde et constante, mais qui, étrangement, me donnait aussi une force nouvelle. J'ai compris qu'il était inutile, même dangereux, d'affronter Antoine directement. Ses mensonges étaient sa réalité inaltérable, et ma vérité serait simplement ignorée, voire tournée en dérision, transformée en symptôme de ma fragilité. Ma seule voie était de collecter les faits, patiemment, systématiquement, sans laisser aucune émotion transparaître. J'ai créé un dossier caché sur mon ordinateur, une sorte de journal secret où chaque pièce de son puzzle de trahison trouvait sa place, méticuleusement. Des captures d'écran de messages suspects qu'il laissait négligemment ouverts sur son téléphone, des copies de reçus qu'il jetait sans y penser, des extraits de relevés bancaires qui révélaient des dépenses douteuses. Chaque fragment était une pièce à conviction, une preuve silencieuse, mais éloquente, de son double jeu. Un après-midi, le courage chevillé au corps, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maëlle Lefebvre. Maëlle était une amie d'université, une femme brillante et une avocate au caractère bien trempé, dont l'acuité n'avait d'égal que sa loyauté. Nous avions perdu le contact depuis que j'avais épousé Antoine, il n'aimait pas mes amitiés indépendantes, disait-il. Sa voix au téléphone était chaleureuse, mais rapidement, elle est devenue sérieuse, professionnelle. Je lui ai tout raconté, les doutes, les preuves accumulées, le sentiment d'isolement qui m'étouffait. Elle a écouté sans m'interrompre, avec une concentration impressionnante. « Clara, il est temps d'agir », m'a-t-elle dit d'une voix ferme. Nous devons préparer un dossier de divorce solide, avec toutes les preuves de ses agissements, y compris ses transactions financières suspectes. Nous irons jusqu'au bout. Cette conversation a été un véritable déclic. Je n'étais plus seul, j'avais une alliée. Puis, lors d'un événement de charité auquel j'ai décidé d'assister seul, pour la première fois depuis longtemps, j'ai croisé Olivier Montaigne. Olivier était un ancien partenaire commercial d'Antoine, un homme d'affaires respecté avec une réputation impeccable, dont l'intégrité était reconnue de tous. Antoine l'avait écarté d'un projet majeur il y a quelques années, par des manœuvres assez douteuses, disons-le. Nos regards se sont croisés dans la foule. Il est venu me saluer, son sourire était sincère, empreint d'une certaine mélancolie. Je lui ai fait part de ma situation, sans entrer dans les détails sordides, juste l'essentiel. Il a hoché la tête, un air de compréhension profonde dans les yeux. Antoine est un homme de pouvoir, Clara. Il est habile. Mais il a aussi ses failles. Si jamais tu as besoin d'aide, de conseils, n'hésite pas. Je connais bien ce milieu. Ces mots étaient une bouée lancée au milieu de ma tempête, une promesse silencieuse de soutien. J'ai compris qu'il pouvait me fournir des informations précieuses sur les manœuvres financières d'Antoine, ses secrets bien gardés. La même semaine, je me suis renseigné discrètement sur des cliniques de maternité indépendantes, loin de celles où Antoine aurait pu avoir des contacts, des amis influents. Mon désir de protéger mon bébé était devenu ma priorité absolue, mon étoile polaire. Je voulais m'assurer que personne, pas même Antoine, ne puisse avoir le moindre doute sur la paternité ou l'avenir de mon enfant. J'ai continué à mener ma vie de manière normale, pour ne pas éveiller les soupçons d'Antoine. Mes matinées étaient consacrées à la collecte de preuves, mes après-midi au rendez-vous discret. Je me sentais comme une stratège, agissant dans l'ombre, avec une détermination silencieuse qui remplaçait peu à peu ma peur, transformant ma vulnérabilité en force. La confiance aveuglant l'amour avait disparu, remplacée par la froide logique de la loi et la nécessité impérieuse de se battre pour sa dignité. À mesure que mon dossier de divorce prenait forme, s'épaississant de preuves irréfutables, que je consolidais ma position de mère déterminée, Antoine a commencé à percevoir un changement subtil en moi. Mes silences n'étaient plus de la résignation, mais de l'observation aiguisée. Mes regards, de l'analyse. Il n'aimait pas ce qu'il ne pouvait pas contrôler,
et mon autonomie naissante était une menace directe à son pouvoir. Sa riposte fut prévisible, mais pas moins cruelle. Antoine commença à orchestrer une campagne de dénigrement subtile, mais vicieuse. Par l'intermédiaire de son équipe de communication, influence et réputation conseil, il fit circuler des rumeurs sur mon état psychologique instable, une prétendue anxiété postpartum précoce amplifiée par ma grossesse. Il s'assura que nos cercles sociaux communs soient bien informés de ma fragilité émotionnelle, espérant ainsi saper ma crédibilité avant même que je ne puisse réagir, avant même que je ne puisse parler. Je reçus un jour un message anonyme, sans numéro d'expéditeur, mais dont le ton ne laissait aucun doute sur son origine, sur l'homme qui se cachait derrière. « Tu crois pouvoir me faire honte et t'en tirer ? Je te ruinerai avant même que ce bébé n'arrive. » Mon sang se glaça, mais au lieu de paniquer, au lieu de sombrer, je le transférai immédiatement à Maëlle. Elle réagit sans délai, avec une efficacité redoutable, déposant une demande d'ordonnance de protection d'urgence pour limiter tout contact direct d'Antoine avec moi. Maëlle savait que les mots étaient aussi des armes, des coups portés à l'âme, et qu'il fallait me protéger de cette violence invisible, de cette tentative d'anéantissement. Parallèlement, Olivier Montaigne, fidèle à sa promesse, s'occupait de mon bien-être et de ma sécurité avec une discrétion exemplaire. Il m'installa dans un appartement privé de grand standing près du parc Monceau, un lieu discret et sécurisé, un véritable havre de paix. Une équipe de sécurité privée fut mise en place, avec 2 gardes postés en permanence dans le hall. « Et ici, personne ne te trouvera, Clara », m'avait-il assuré, son regard rassurant. « Tu es en sécurité. » Je pus enfin respirer un peu, loin des murs où chaque souvenir avec Antoine était un couteau, une blessure ouverte. Quelques jours plus tard, en parcourant les réseaux sociaux, je tombais sur une publication d'Antoine sur LinkedIn. Une photo parfaitement éclairée le montrait, souriant, l'air confiant, serrant la main d'investisseurs lors d'une conférence d'affaires à la Défense. La légende proclamait, avec une ironie cinglante, enthousiaste à l'idée de la paternité et de nouveaux départs. Des centaines de commentaires élogieux et d'émojis en forme de cœur inondaient la page, saluant l'époux idéal et le futur père. J'ai senti une nausée monter, mais ce n'était pas celle de la grossesse. C'était le dégoût pur, le dégoût de sa duplicité. Je pouvais presque entendre sa voix dans ma tête, contrôler l'histoire avant qu'elle ne le fasse. Quelques instants plus tard, une alerte d'information s'afficha sur mon téléphone. Un article de presse, au titre accrocheur et sensationnel, le dirigeant marketing Antoine Beaulieu fait face à 2 fausses accusations au milieu des problèmes de santé mentale de son épouse. Ma mâchoire se serra, les muscles de mon visage se tendant. Antoine avait retourné la situation pendant la nuit, transformant la victime en bourreau, le mensonge en vérité apparente. Je parcourus les commentaires. Des inconnus disséquaient ma vie, certains sympathiques, la plupart cruels et sans pitié. Le pauvre homme, sa femme doit être instable. Elle est juste jalouse. Le drame hormonal classique. Mais au lieu de me briser, au lieu de me faire sombrer, ces mots alimentaient un feu nouveau en moi, une détermination inébranlable. Je commençais à documenter chaque article, chaque commentaire négatif. Chaque mensonge qu'il construisait devenait une pièce supplémentaire de mon propre dossier, une preuve éclatante de sa tactique, de sa cruauté. L'illusion d'une fin heureuse avait depuis longtemps disparu, mais la peur de ces mensonges s'estompait, remplacée par une vigilance inébranlable et la certitude que je ne céderais plus à ces manipulations, plus jamais. Les jours s'étiraient, longs et pesants, mais mon esprit, lui, s'aiguisait. Maëlle, avec son efficacité habituelle, m'avait confirmé les découvertes, le rapport de dépenses d'Antoine était un tissu de mensonges. Il avait habilement dissimulé ses frais personnels au Ritz Paris sous l'étiquette de réunion client, un stratagème qui sentait la fraude financière à plein nez. Ce n'était pas une petite erreur, mais un acte délibéré, clair et limpide. Cette information, bien que prévisible, fut la première véritable arme entre mes mains. Une arme silencieuse, mais redoutable. Je ressentis non pas une joie triomphante, mais une satisfaction froide, un acquiescement intérieur. La vérité commençait enfin à se révéler,
et elle était encore plus sordide que ce que j'avais imaginé. Chaque matin, dans le calme relatif de mon nouvel appartement, je passais des heures devant mon ordinateur. J'y construisais ce que j'appelais ma chronologie, un document numérique où j'inscrivais méticuleusement chaque mensonge d'Antoine, chaque reçu suspect, chaque appel manqué, chaque email douteux. C'était un travail ardu, minutieux, mais nécessaire. Chaque entrée était une brique supplémentaire à l'édifice de ma défense, un bouclier contre ses futures attaques. La peur, cette compagne assidue de mes nuits, commençait à laisser place à une concentration féroce, à une détermination froide. Je ne cherchais plus à fuir ces ombres, je les confrontais, les classais, les transformais en preuves tangibles. Cette prise de conscience était libératrice. Antoine, de son côté, ne lâchait rien. Ses appels de numéros inconnus continuaient, insistant, testant ma résolution. Je ne décrochais jamais, Maëlle m'ayant formellement interdit tout contact direct. Elle disait qu'il manipulait avec une civilité feinte, que sa voix calme était son piège le plus insidieux. Ses messages, parfois doux, parfois menaçants, révélaient son obstination, son incapacité à accepter la situation. Mais ses tentatives ne m'atteignaient plus de la même manière. J'avais dressé une barrière, un mur invisible autour de mon cœur. Un après-midi, Olivier arriva, la pluie perlant sur son imperméable. Il posa sur la table une élégante chemise argentée. À l'intérieur, des documents détaillant de nouvelles mesures de sécurité pour mon appartement, garde supplémentaire, accès privé renforcé, et un téléphone crypté. C'était la touche de Graham, son patron, une précaution face à la nature imprévisible d'hommes comme Antoine. Olivier hésita un instant. Monsieur Montaigne sait de quoi des hommes comme Antoine sont capables quand ils perdent le contrôle. J'ai souri faiblement, reconnaissante de cette protection invisible, de cette sollicitude silencieuse. De ma fenêtre, je voyais Paris s'estomper sous la pluie, un tableau flou d'ombrelles et de phares. Je m'imaginais Antoine riant probablement devant un déjeuner d'affaires, persuadé que sa vie était parfaite. La pensée serra ma mâchoire, mais n'engendra plus de rage. Plus tard cet après-midi-là, j'ai rencontré le docteur Catherine Dubois, ma gynécologue. Une femme chaleureuse d'une cinquantaine d'années, elle a écouté attentivement mon récit, la pression que je subissais, la tension constante. Vos signes vitaux sont stables, Madame Dubois, dit-elle doucement, mais le stress affecte aussi bien la mère que le bébé. Essayez de vous reposer. Votre bébé ressent tout. J'essaie, avais-je murmuré, la voix nouée. Mais il ne s'arrête jamais. Le docteur Dubois posa une main réconfortante sur mon épaule. Alors vous devez arrêter de le laisser vivre gratuitement dans votre esprit, Madame Dubois. Laissez votre avocate s'en occuper. Ces mots firent écho en moi. Il était temps de me décharger de ce fardeau mental. Le soir même, en rentrant à l'appartement, une petite boîte marron m'attendait près de la porte. Aucune adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une seule et unique photo. Notre jour de mariage, souriant sous les lumières du jardin du Luxembourg, un instant d'un bonheur si lointain qu'il en paraissait irréel. Et une note, manuscrite, sans aucune ambiguïté, tu étais plus belle quand tu étais mienne. Mes genoux s'affaiblirent. Pendant une longue minute, je restai immobile, le cœur battant à tout rompre. Puis, une froide détermination me saisit. Je rassemblai les morceaux de cette douleur, de cette tentative de manipulation, les plaçai soigneusement dans une pochette zippée, et y inscrivis, d'une écriture ferme, évidence. Le calme dans la douleur. À 21h, j'ai appelé Maëlle. Je veux déposer cette requête, lui ai-je dit, ma voix sans hésitation. Demain. J'en ai assez de me cacher. Le ton de Maëlle changea, devenant plus grave. Tu es sûr? Une fois que nous faisons cela, il n'y a pas de retour en arrière possible. Mes yeux se posèrent à nouveau sur la photo scellée, sur ce visage d'autrefois, si naïf. Il n'y a plus rien à quoi revenir, Maëlle. Cette nuit-là, j'ai rédigé une courte déclaration pour le tribunal. Calme, factuelle, inébranlable. Quand j'eus fini,
j'ouvris un livre que j'avais commencé, cherchant un passage qui m'inspirerait. Une phrase, une pensée ancienne, capta mon regard. La plus grande force d'une femme n'est pas l'endurance, mais la résurrection. Je la murmurai comme une prière, une affirmation silencieuse. Dehors, la tempête s'était calmée, les nuages s'ouvrant pour révéler une ligne de clair de lune argentée s'étirant sur Paris. Je me tins près de la fenêtre, une main sur mon ventre, l'autre tenant le stylo qui avait jadis signé mes vœux de mariage. Demain, je l'utiliserai pour signer le début de sa chute. Je n'étais plus la femme tremblante de la cuisine d'il y a quelques nuits. Un feu commençait à brûler en moi, le genre qui ne s'éteint pas tant que la vérité n'a pas triomphé. Le soleil du lundi matin peignait Paris d'une lumière froide, presque indifférente à la tempête qui grondait en moi. Mon rendez-vous était fixé au bureau d'Olivier, avenue Montaigne, un lieu où l'élégance côtoyait le pouvoir, où Antoine avait si souvent pavoisé. Je me préparais, ma main sur mon ventre, le cœur battant d'une force nouvelle, non pas de peur, mais d'une détermination inébranlable. Maëlle était déjà là, son costume impeccable et son regard d'acier, prête à la bataille. Olivier nous rejoignit un instant plus tard, sa présence calme et solide comme un roc. Je n'étais plus la femme tremblante de la cuisine, ni celle qui se cachait derrière des portes closes. J'étais là, armé de la vérité, prête à la défendre. Quelques minutes plus tard, la porte coulissante en verre s'ouvrit. Antoine entra, impeccable dans son costume marine, le même, ironie du sort, que celui qu'il portait le jour où il m'avait demandé ma main. Derrière lui, traînait son avocate, maître Valérie Fournier, une femme au sourire carnassier, et Sonia Leroy, l'air étonnamment sobre, les yeux baissés, cherchant à se faire invisible. Un instant, le temps sembla se figer. La faible odeur de son eau de toilette, celle que j'avais autrefois aimée, me parvint. Elle me donnait désormais la chair de poule. Maëlle se leva, son expression illisible. « Nous sommes ici pour discuter des termes d'un accord, dit-elle d'une voix égale, sans aucune once d'émotion. Maître Fournier, avec son sourire de vipère, répliqua aussitôt. « Mon client est prêt à offrir une somme conséquente, s'élevant à 500 000 €, en échange de la confidentialité et d'une garde partagée de l'enfant. » Je sillai des yeux. La confidentialité? Vous voulez dire le silence, n'est-ce pas? Antoine écarta les mains, feignant l'apaisement. Clara, cela ne doit pas devenir une affaire salissante. Nous pouvons préserver notre dignité. Ma voix était un glaçon. Vous avez perdu la vôtre au Ritz Paris. La pièce devint silencieuse, un silence pesant. La mâchoire d'Antoine se serra, mais il garda un ton civilisé, une fausse sérénité. Vous êtes émotive, Clara. Vous avez besoin d'aide, pas de gros titres. C'est alors qu'Olivier Montaigne entra, grand, serein, le genre d'homme dont la seule présence réarrangeait l'air ambiant. Il hocha la tête à tout le monde, mais ne regarda que moi, un léger signe de tête, un réconfort silencieux. Mes excuses pour mon retard. Antoine afficha un sourire narquois, empreint de mépris. Là, le sauveur milliardaire. Dites-moi, Clara, combien de temps avant que la sympathie ne se transforme en chèque? Les yeux d'Olivier se rétrécirent. Faites attention, monsieur Beaulieu. Certains d'entre nous pensent encore que l'intégrité est une monnaie. Maëlle fit glisser un document sur la table. Voici notre offre. Garde exclusive, la moitié des actifs. Aucune clause médiatique. Où nous procédons avec les preuves de fraude et de faute personnelle. Maître Fournier fronça les sourcils. Quelle preuve? Olivier effleura sa tablette. L'écran s'illumina, affichant des reçus scannés. La suite au Ritz Paris. Les frais de spa. Le champagne. Tout était imputé au compte de la société d'Antoine. Puis, un autre fichier, des transcriptions voix-texte, des enregistrements où il se moquait de mon état mental dans des messages à ses collègues. La contenance d'Antoine se fissura. C'est de la surveillance illégale. Non, dit Maëlle, calme comme une pierre. Ceux-ci proviennent de vos emails d'entreprise,
qui sont du domaine public une fois assignés à comparaître. Le visage de Sonia pâlit. Elle murmura quelque chose à maître Fournier, qui lui répondit d'urgence à voix basse. Olivier croisa les bras. Vous vouliez que cette affaire reste privée. Nous vous offrons cette courtoisie une fois. Refusez, et demain matin, cela deviendra un dossier public. La tension vibrillonnait dans la pièce comme de l'électricité. Finalement, Antoine se leva, ajustant ses poignets de chemise, un geste familier de domination, mais teinté de rage cette fois. Vous le regretterez, siffla-t-il, ses yeux pleins d'une haine froide. Je me levai aussi, mon regard inébranlable, sans la moindre once de peur. Je l'ai déjà fait, pendant 10 ans, Antoine. Il sortit en trombe, Sonia le suivant à pas pressés, le claquement de ses talons résonnant comme des coups de feu en retraite. Quand les portes se refermèrent, Maël expira lentement. Ça s'est mieux passé que je ne l'espérais. Je me tournai vers la fenêtre. En dessous, l'avenue Montaigne scintillait sous le soleil de midi, les voitures comme des veines pulsant à travers la ville. Il ne s'arrêtera pas là, murmurai-je. Le reflet d'Olivier apparut à côté du mien dans la vitre. Alors nous non plus, Clara. Pour la première fois, je me permis de croire que peut-être, juste peut-être, je ne me battais plus seul. Et quelque part au fond, l'empire d'Antoine venait de commencer à se fissurer, une signature à la fois. Le week-end suivant la confrontation fut marqué par un ciel bleu éclatant et des gros titres acerbes. Paris scintillait comme pour se moquer de moi, mais son éclat ne m'atteignait plus de la même manière. Je sortais du cabinet du docteur Dubois lorsque mon téléphone commença à vibrer sans relâche. Des messages, des notifications, des mentions. Je m'arrêtai sur le trottoir, le cœur battant, et ouvris la première alerte. C'était là. Antoine et Sonia photographiés au restaurant en bord de Seine, les bras liés, souriant aux caméras sous les lumières du Pont-Neuf. La légende, sur la page d'un célèbre journal, hurlait « Le couple puissant du marketing, Antoine Beaulieu et la directrice des relations publiques Sonia Leroy, aperçus à un gala de charité. L'amour triomphe du scandale. » Je restai figé. La photo se propageait comme une traînée de poudre. La main d'Antoine reposait protectrice sur la taille de Sonia, de la même manière qu'il me touchait autrefois. Pendant une seconde vertigineuse, je ne pus respirer. De l'autre côté de la rue, un panneau publicitaire numérique rejouait la même image en rotation avec une publicité pour une grande maison de couture. Mon reflet scintillait sur leur visage souriant, une sorte de fantôme dans ma propre histoire. Mon téléphone sonna. C'était Maël. « Clara, ne regarde pas les nouvelles, dit-elle, sa voix tendue. C'est une mise en scène. Ils essaient de te provoquer. Je l'ai déjà vu, répondis-je, ma voix fêlée, trahissant une dernière pointe de douleur. Il a l'air heureux. Faussement heureux, corrigea Maël. J'ai vu cette expression 1 millier de fois. C'est une armure de communication. Mais écoute, nous avons des problèmes plus importants. Ces avocats viennent de déposer une requête d'urgence pour contester ta demande de garde. Ils te déclarent instable et émotionnellement volatile. Je sentis mon estomac se tordre, une douleur vive se propageant dans mon abdomen. Il utilisait cela contre moi. Cette photo, cette histoire, il me peignait comme l'ex-jalouse, l'ex-aigrie. Alors nous changerons le récit, dit fermement Maël. Rentre chez toi, repose-toi. Laisse-moi gérer cela. Mais le repos était impossible. De retour à l'appartement, je m'assis devant la fenêtre, les toits de Paris se fondant dans le crépuscule. Mon téléphone ne cessait de vibrer. Des journalistes demandaient des déclarations, des inconnus commentaient cruellement en ligne. Pas étonnant qu'ils les quittaient. Elle est clairement dérangée. Mes mains tremblaient en faisant défiler les messages. Je voulais crier, mais le son resta coincé dans ma gorge. Au lieu de cela, je posai le téléphone face contre table et murmurai, ne le laisse pas gagner. Ne lui donne pas ce qu'il veut. Un coup à la porte rompit le silence. Olivier entra, tenant une enveloppe cartonnée.
Maël m'a demandé d'apporter ses mises à jour sur le dossier, dit-il. Et aussi, Monsieur Montaigne voulait que tu aies ceci. À l'intérieur se trouvait une simple note manuscrite, d'une écriture élégante et assurée, ne te mesure pas à ces mensonges. Mesure-le à la distance qu'il doit parcourir pour atteindre ta force. Je la lus 2 fois. Quelque chose en moi se raffermit. Je posai la note à côté de mon ordinateur portable et ouvris un nouveau dossier intitulé Vérité. Je commençai à y télécharger tout, messages, capture d'écran, reçus, virements bancaires, copie des fraudes d'Antoine. Ce dossier serait mon bouclier, ma revanche silencieuse, mon salut. Les heures passèrent. La pluie recommença à tomber contre les fenêtres. À 22h37, je reçus un dernier message, un email du compte d'Antoine. Tu ne gagneras jamais, Clara. C'est moi qui possède l'histoire. Ma réponse fut courte. Alors j'en écrirai une meilleure. Je cliquai sur envoyer et fermai mon ordinateur. Le lendemain matin, Maël appela, sa voix tremblante d'excitation. Nous venons de recevoir confirmation. L'un des comptables de la société d'Antoine nous a contactés anonymement. Il est prêt à témoigner sur les faux rapports de dépenses. Il est terrifié, mais il veut tout avouer. Je serrai le téléphone contre mon oreille. Alors, les fissures s'étendent. Oui, dit Maël. Et cette fois, le monde pourrait enfin commencer à te croire. Je me dirigeai vers la fenêtre, regardant le soleil se lever sur la ville qui m'avait si souvent moqué. Un nouveau genre de feu brûlait dans ma poitrine, non pas la rage, mais la clarté. Car peu importe la puissance de ces mensonges, la vérité était enfin en train de trouver son micro. J'avais passé des jours et des nuits à lire, à me ressourcer, à retrouver cette femme que j'avais été avant Antoine. Je me plongeais dans des biographies de femmes fortes, des essais sur la résilience. Je marchais longuement dans les allées secrètes du jardin du Luxembourg, sentant l'air frais et la terre sous mes pieds, me reconnectant à quelque chose de plus profond que la vanité de ce monde. Mon esprit était en paix, une paix fragile, mais réelle. Je savais que les mots d'Olivier étaient justes. Il fallait le mesurer à sa bassesse, et non à ses prétendues victoires. Le conte de fées qu'Antoine avait tissé autour de notre vie s'était effiloché, ne laissant derrière lui qu'un tissu abîmé, mais il était temps de coudre une nouvelle étoffe, une qui serait solide, à mes couleurs. Puis vint la nouvelle qui résonna comme un coup de tonnerre. Le compte de la société d'Antoine avait été suspendu. Le fisc, alerté par nos informations, avait confirmé l'audit. Je compris alors que les fissures dans son empire ne s'étendaient plus seulement, elles menaçaient de tout engloutir. Ce n'était pas ma vengeance, non, mais une simple conséquence, inéluctable. Je n'avais rien fait d'autre que de révéler la vérité, et la vérité, parfois, a la force d'un tsunami. L'appel de Maël, ce jour-là, avait été clair. Sonia Cole a contacté mon bureau, Clara. Elle veut te parler, en privé. Mon sang se figea un instant. Sonia. La maîtresse. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien vouloir? Un nouvel acte de manipulation? Ou la peur l'avait-elle finalement rattrapée? Mon intuition me souffla que c'était peut-être, enfin, un signe que son monde à lui aussi était en train de vaciller, que l'édifice des mensonges s'écroulait morceau par morceau. J'étais prête point le mardi suivant, l'air au-dessus de Paris portait la tension électrique de quelque chose sur le point d'éclater. Les journalistes étaient déjà installés devant le palais de justice lorsque j'arrivai, un foulard de soie noué sur mes cheveux, mais pas mesuré, délibéré. Je ne me cachais plus. J'avançais vers la bataille, le cœur empli d'une résolution tranquille. Maël m'attendait sur les marches, le téléphone pressé contre son oreille. Elle raccrocha en me voyant, son visage rayonnant d'une intensité rare. Notre requête est déposée, Clara. Les enregistrements sont authentifiés. Antoine ne le sait pas encore, mais il le saura avant la fin de la journée. Plus tôt cet après-midi-là, un rendez-vous avait été discrètement organisé dans un café paisible du 6e arrondissement. J'étais arrivé en avance, choisissant un coin de banquette près de la fenêtre.
Une pluie douce mais constante tambourinait contre la vitre, créant une atmosphère feutrée. Lorsque Sonia entra, elle ne ressemblait en rien à la star glamour des relations publiques qui s'affichait aux côtés d'Antoine. Ses yeux étaient rougis, ses mains tremblantes, trahissant une angoisse palpable. « Merci d'être venu, dit-elle en glissant sur le siège en face de moi. Mon ton était égal, sans reproche ni pitié. Vous avez fait un spectacle public de mon mariage, Sonia. Pourquoi maintenant? Sonia baissa les yeux, sa voix se brisant. Parce que je suis enceinte. Le monde sembla basculer. Mon pouce accéléra. Vous mentez. J'aimerais que ce soit le cas, murmura Sonia. Mais ce n'est pas le sien, pas celui d'Antoine. Un silence lourd s'installa entre nous, un silence chargé de révélations inattendues. Sonia sortit alors une petite clé USB et la posa sur la table. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide, Clara. Il me menace. Il dit qu'il ruinera ma vie si je parle, mais j'ai tout enregistré. Les appels, les messages, même la nuit où il m'a supplié d'endosser la responsabilité pour les dépenses de l'hôtel. Je clignai des yeux, stupéfaite. Pourquoi me donner ça? Parce que vous êtes la seule personne qui peut l'utiliser sans peur, répondit-elle, son regard enfin fixé sur le mien. Vous avez déjà tout perdu, n'est-ce pas? Moi, j'ai encore quelque chose à perdre. J'hésitais, l'observant. Sous le mascara taché et les mains tremblantes, il y avait de la sincérité. Ou peut-être juste du désespoir. Quoi qu'il en soit, la vérité était la vérité. Je donnerai ceci à mon avocate, dis-je. Vous aurez besoin de protection. Sonia hocha la tête. Je sais. C'est pourquoi je quitte Paris. Je voulais juste que vous l'ayez avant que je ne disparaisse. Quand elle partit, je restai là, fixant la petite clé USB dans ma main. Elle était chaude, comme si elle portait un battement de cœur. J'appelai Maël immédiatement. Nous allons vérifier les fichiers, dit Maël. Si c'est réel, c'est une confession. Ce soir-là, je m'assis avec Olivier dans son bureau avenue Montaigne tandis que l'équipe informatique chargeait les données. La pièce était silencieuse, à l'exception du cliquetis des claviers. Puis, une voix grésilla à travers les haut-parleurs. La voix d'Antoine. Claire, froide, calculatrice. Tu me dois ça, Sonia. Tu diras que tu as réservé la chambre, pas moi. Tu encaisseras le coup. Tu veux cette promotion, n'est-ce pas? La pièce se remplit de statique, puis un autre extrait. Clara est instable. Je vais la faire passer pour folle. Une fois que la presse croira cela, je pourrai prendre le bébé. Aucun juge ne m'arrêtera. Je couvris ma bouche, les larmes me montant aux yeux. La mâchoire d'Olivier se serra. Ce n'est pas une confession, dit-il froidement. C'est un ordre d'exécution. Et nous venons de le prendre en flagrant délit. Le message de Maël arriva quelques secondes plus tard. Nous allons présenter cela demain matin. Il est fini. Je regardai Olivier. C'est enfin fini. Il secoua la tête. Non, Clara. C'est enfin le début. Dehors, un éclair traversa les toits de Paris. Je sentis le bébé donner un coup de pied à nouveau, plus fort cette fois, vif et féroce. Car pour chaque mensonge qu'Antoine avait construit, la vérité venait de trouver son battement de cœur. Le lendemain matin, l'air au-dessus de Paris portait la tension électrique de quelque chose sur le point de se briser. Les journalistes étaient déjà installés devant le palais de justice lorsque j'arrivai, un foulard de soie noué sur mes cheveux, mais pas mesuré, délibéré. Je n'étais plus caché. J'avançais vers la bataille, le cœur empli d'une détermination tranquille. Maël m'attendit sur les marches, le téléphone pressé contre son oreille. Notre requête est déposée, Clara. Les enregistrements sont authentifiés. Antoine ne le sait pas encore, mais il le saura avant la fin de la journée. À l'intérieur du tribunal, des murmures animaient la salle. Antoine était assis à la table de la défense,
flanqué de son avocate, maître Valérie Fournier, et d'une chargée de relations publiques. Son costume impeccable ne pouvait cacher l'épuisement dans ses yeux. Les caméras flashèrent lorsque Madame la juge Mercier entra. Requête de réouverture de l'audience probatoire dans l'affaire Dubois contre Beaulieu, annonça Maël. La juge haussa un sourcil. Pour quel motif? Des preuves nouvellement découvertes, dit Maël, faisant glisser la clé USB sur le bureau du greffier. Des enregistrements audio fournis par un témoin clé. Antoine se raidit. À votre honneur, c'est absurde. C'est fabriqué. Maël sourit faiblement. Alors cela ne vous dérangera pas que nous les écoutions. La salle du tribunal devint silencieuse. Le premier enregistrement commença. La voix d'Antoine, claire et inimitable. Tu endosseras la responsabilité, Sonia. Je réglerai le reste. Ma femme est instable, une fois que la presse le dira, elle est finie. Un halètement collectif parcourut l'assistance. Le visage d'Antoine devint blanc. Maître Fournier lui murmura quelque chose d'urgence à l'oreille. Mais le deuxième extrait fut joué avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Je lui ferai tout perdre. Une fois que j'aurai le bébé, elle ne saura plus rien. Le silence qui suivit fut absolu, écrasant. La juge Mercier se pencha lentement en arrière, ses yeux froids. Monsieur Beaulieu, souhaitez-vous expliquer ceci? La voix d'Antoine chancela. Cet enregistrement est édité. En fait, non, interrompit Maël. Il a été vérifié ce matin par la division de la criminalistique numérique du FBI. Vous pouvez confirmer le hachage de signatures vous-même. Maître Fournier tenta de se ressaisir. Même ainsi, votre honneur, mon client parlait sous le stress, et le stress ne produit pas de préméditation. Maël la coupa sèchement. Je restais parfaitement immobile, mes doigts serrant le bord de la table. Chaque mot était un poignard tiré de moi d'humiliation, un coup porté à son orgueil. Lorsque je jetai un coup d'œil vers la galerie, je vis Sonia assise tranquillement au dernier rang, la tête baissée. Nos regards se croisèrent un instant, une trêve éphémère entre deux femmes qu'Antoine avait tenté de briser. Madame la juge Mercier se tourna vers Antoine. Compte tenu de ces nouvelles preuves, j'accorde une injonction immédiate. Monsieur Beaulieu, vous n'aurez aucun contact avec Madame Dubois, direct ou indirect, en attendant l'examen criminel. Antoine frappa sa paume contre la table. Vous ne pouvez pas faire ça. Je viens de le faire, répliqua la juge. Tandis que le huissier s'approchait, mon pouls battait la chamade. C'était la justice, brute, indéniable. Je n'avais pas crié, pas supplié. J'avais simplement montré la vérité. Dehors, les cris des journalistes éclatèrent, les reporters s'amoncelèrent, les flashs crépitèrent, les microphones tendus. Maël me protégea, me guidant vers la voiture. Olivier nous attendait là, calme au milieu de la tempête, tenant un parapluie. « Tu l'as fait » dit-il doucement. « Non » répondis-je, ma voix tremblante. La vérité l'a fait. Tandis que nous nous éloignions, la ville rugissait derrière nous. Sirène, gros titre, l'écho de l'empire d'Antoine s'effondrant en temps réel. Sur mon téléphone, les messages affluaient. Des offres d'interview, des déclarations de soutien, des excuses de ceux qui m'avaient autrefois douté. Mais je ne lus aucun d'eux. Je regardais par la fenêtre à la place. La pluie striait la vitre comme des larmes. Des larmes que je n'avais plus besoin de verser. À mes côtés, Olivier dit doucement. « Tu as tout changé aujourd'hui. » Je souris faiblement, ma main posée sur mon ventre. Non, je lui ai juste rappelé, et à tous ceux qui regardaient, que la vérité n'a pas besoin de maquillage. Car quand un menteur rencontre enfin la vérité, ce n'est pas un argument, c'est une sentence. La semaine suivante, un calme, ou du moins son illusion, s'installa sur Paris. Antoine avait disparu de la scène publique, ses avocats étaient silencieux, sa société sous audit fédéral. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais me promener au jardin du Luxembourg sans me cacher le visage.
Les arbres laissaient tomber leurs feuilles dorées dans le bassin, et l'air sentait la liberté retrouvée, une liberté fragile mais palpable. Un an s'était écoulé depuis ce matin glacial. Étienne, mon petit garçon, avait maintenant 1 an. Il gazouillait, riait, et ses petits doigts agrippaient ma main avec une force inouïe. Il était la preuve vivante de ma résurrection, le soleil de mon nouveau monde. Je l'observais grandir, épanoui, empli d'un amour que je n'aurais jamais cru possible après tant de noirceur. Mon projet, l'association Les Mères Reconstruites, avait pris son envol, bien au-delà de mes espérances. Les bureaux, clairs et lumineux, avenue Montaigne, résonnaient des rires et des espoirs de femmes qui, comme moi, avaient choisi de renaître de leurs cendres. Ce soir-là, nous organisions notre gala annuel au Ritz Paris, dans la même salle de bal où Antoine avait jadis levé son verre avec ses investisseurs. Ce n'était pas une soirée de vengeance, mais de renaissance. J'étais en coulisses, vêtu d'une simple robe de soirée ivoire, ses lignes fluides comme une eau calme. Mes cheveux étaient relevés en un chignon bas, mes boucles d'oreilles, des diamants modestes, m'avaient été prêtés par une créatrice qui, après m'avoir autrefois boudé, cherchait désormais ma collaboration. L'ironie avait un sens de l'humour, décidément. Maëlle s'approcha, me tendant un verre d'eau. « Tu es nerveuse ?» Terrifié, avouai-je avec un léger sourire, mais c'est une meilleure sorte de peur. Olivier entra alors, son smoking impeccable, sa posture droite. La foule, dehors, rugit à l'annonce de son nom. Olivier Montaigne, visionnaire technologique et humanitaire, sponsor de l'association Les Mères Reconstruites. Il se tourna vers moi, ses yeux doux. « Ils sont tous là pour toi, Clara, pas pour moi. » Je secouai la tête. « Ils sont là pour chaque femme qui a refusé de se taire. » Il sourit. « Alors va leur montrer ce à quoi ressemble la force. » En montant sur scène, la salle explosa d'applaudissements. Les caméras crépitèrent comme des constellations. Je pris une inspiration, parcourant les visages devant moi. Des survivantes, des soutiens, et des inconnus unis par la résilience. Il y a 1 an, commençai-je, ma voix claire mais tremblante, je me tenais dans un tribunal, terrifiée, brisée et honteuse. Je pensais que survivre était suffisant. Mais survivre n'est que le début. Reconstruire, c'est là que réside le pouvoir. Le public était suspendu à chacun de mes mots. Mon histoire n'est pas unique, continuai-je. À chaque femme ici, on a dit qu'elle était trop émotive, trop fragile, trop dramatique. Mais ce soir, je veux redéfinir ces mots. L'émotion signifie que nous nous soucions. Fragile signifie que nous avons enduré. Dramatique signifie que nous vivons pour raconter l'histoire. La foule se leva dans une vague d'applaudissements. Je souris à travers mes larmes. Derrière moi, un grand écran s'illumina d'un montage vidéo. Des femmes de tout le pays remerciant l'association pour les avoir aidées à commencer de nouvelles vies. Des foyers sûrs, des thérapies, une aide juridique, la preuve tangible que la douleur s'était transformée en but. Quand les applaudissements se calmèrent, Olivier me rejoignit sur scène, tenant une petite plaque d'argent. Ce prix, dit-il, revient à la femme qui nous a rappelé que la vérité et la compassion sont plus fortes que le pouvoir et l'argent. Il se tourna vers moi. Clara Dubois, fondatrice du fonds Les Mères Reconstruites. La foule explosa de nouveau. J'acceptai la plaque, mes mains tremblantes. Merci, dis-je doucement. Et merci à l'homme qui a cru que je valais encore la peine d'être sauvé quand j'avais cessé d'y croire moi-même. Nos regards se croisèrent un instant, un moment chargé de gratitude, non de possession. Plus tard dans la nuit, après les discours et le champagne, je me glissai sur le balcon de la place Vendôme. La ville s'étendait devant moi, vivante et infinie. Olivier me rejoignit, sa veste jetée sur une épaule. « Tu l'as fait » dit-il. « Nous l'avons fait » corriguai-je. « Mais j'apprends encore à vivre sans regarder par-dessus mon épaule. »« C'est normal » répondit-il. « La guérison n'est pas silencieuse. Elle résonne. » Je ris doucement, jetant un coup d'œil à mon téléphone.
Une photo de la nounou venait d'arriver. Étienne, endormi, serrant la petite étoile d'argent qu'Olivier lui avait offerte. Je regardais la ville scintillante. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'Antoine avait détruit ma vie, dis-je. Maintenant, je vois qu'il l'a simplement redirigée. Olivier sourit. La redirection peut être le destin. Le vent souleva mes cheveux, emportant mon rire sur l'avenue, car la meilleure revanche n'est jamais la destruction. C'est de devenir tout ce qu'ils ont juré que tu ne pourrais pas être. Le matin après le gala, la lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres du Penthouse d'Olivier, surplombant le jardin du Luxembourg. L'air sentait le café fort et les tulipes fraîches, un cadeau de l'équipe de la fondation pour me féliciter du succès de l'événement. Je me tenais pieds nus près de la paroi vitrée, vêtu d'une des chemises blanches d'Olivier, mes cheveux lâches et lumineux dans la lumière dorée. Pour la première fois depuis des années, je ressentais une paix qui ne semblait pas empruntée. Étienne était à la maison avec la nounou, en sécurité, en bonne santé, riant de tout son cœur. La ville dehors ne semblait plus menaçante. Elle semblait vivante, pulsante. Olivier entra doucement, 2 tasses à la main. « Tu n'as pas dormi » dit-il doucement. Je souris. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas manquer ce sentiment. Il me tendit la tasse. Quel sentiment? Celui que je possède enfin ma vie, à nouveau. Nous restâmes là un moment, sirotant notre café en silence. Puis Olivier dit, le gala a levé plus de 3 millions d'euros hier soir. Tu as construit quelque chose qui nous survivra tous. Je ris, un petit son surpris. C'est amusant, je pensais autrefois que le succès signifiait être la femme de quelqu'un. Maintenant, cela signifie simplement se réveiller sans peur. Il me regarda, et pour la première fois depuis des mois, l'espace entre nous changea. Plus protecteur et survivante, mais égaux. Je pensais, commença Olivier prudemment, à ce qui nous attend, tous les deux. Un Poppy, aussi, relevai-je, haussant un sourcil. Ça sonne dangereusement comme une proposition. Il rit. Pas dangereux, juste en retard. Il posa sa tasse et sortit une petite enveloppe de sa poche de veste, non pas une bague, mais une lettre. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, lis juste ceci. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, une lettre écrite de sa main précise et nette. Clara, tu ne dois ton cœur à personne. Pas même à moi. Mais s'il y a de la place à côté de la vie que tu as reconstruite, j'aimerais la partager. Non comme ton sauveur, non comme ta seconde chance, mais comme ton égal. Mon souffle se coupa. Tu as écrit ça au lieu d'acheter une bague. Il sourit. Je pensais que tu ferais plus confiance au mot qu'alors, en ce moment. Je ris doucement, les larmes brouillant ma vue. Tu avais raison. Il s'approcha, ses mains douces sur mes épaules. Je ne veux pas remplacer ton passé. Je veux juste faire partie de ta paix. Je levai les yeux vers lui, l'homme qui avait été là, silencieux, à travers chaque tempête, qui avait cru en moi quand j'étais trop fatigué pour y croire moi-même. Tu en fais déjà partie. Il écarta une mèche de cheveux de mon visage. Alors, c'est un oui. Je hochai la tête, les yeux brillants. C'est un oui, mais à une condition. N'importe quoi. Pas de diamant. Juste la promesse que tu ne me laisseras jamais oublier qui je suis. Olivier sourit, se penchant. C'est la promesse la plus facile que j'ai jamais faite. Il m'embrassa. Non pas le baiser affamé et désespéré dont je me souvenais de mon passé, mais un baiser lent, ancré, qui ressemblait à la maison. Quand nous nous séparâmes, je murmurai, je ne pensais plus jamais faire confiance. Il toucha ma joue. Tu n'avais pas besoin de me faire confiance d'abord. Tu avais juste besoin de te faire confiance à toi-même. Plus tard ce soir-là, alors que nous marchions au jardin du Luxembourg avec Étienne entre nous, je regardais mon fils courir après les pigeons près de la fontaine. La ville brillait, vivante, pleine de secondes chances. Olivier prit ma main, nos doigts s'entrelaçant.
Ah, comment veux-tu appeler le prochain chapitre, me demanda-t-il. Je souris, contemplant les toits de Paris. La paix, après tout. Il hocha la tête. Alors écrivons-le ensemble, car parfois l'amour n'arrive pas pour vous sauver. Il arrive quand vous vous êtes déjà sauvé vous-même. 2 ans plus tard, en ce 12 après-midi de juin, l'association Les Mères Reconstruites avait inauguré son nouveau siège avenue Montaigne, un espace lumineux, baigné de lumière, rempli d'orchidées blanches, de photographies de femmes souriantes, et des rires résonnants de chaque coin. Ma vie, autrefois un champ de bataille, était devenue un sanctuaire. Étienne, maintenant âgé de 2 ans, trottinait entre mes jambes, serrant son ours en peluche préféré. Maman, en haut, gazouillait-il. Je le soulevai, respirant son odeur de crème pour bébé et de soleil. Sa petite main tapota ma joue. Heureuse, maman, dit-il. Si heureuse, mon amour. De l'autre côté de la pièce, Olivier parlait avec une journaliste, décrivant l'expansion de l'association dans 6 nouveaux départements. Il me regarda par-dessus la foule, nos regards se rencontrant de cette manière calme et familière. Ni possessif, ni bruyant, juste certain. Quand les interviews furent terminées, il vint à mes côtés. « Prête pour ton discours ?»« Toujours, dis-je, bien que mon estomac se serrait d'appréhension. Quelques minutes plus tard, je me tenais au pupitre, Étienne assis dans les bras d'Olivier, tout près. Le silence tomba dans la pièce tandis que les caméras se tournaient vers moi. Il y a 2 ans, commençai-je, ma voix ferme, j'avais peur de ma propre histoire. Je pensais que la douleur me rendait plus petite, que la honte me rendait plus faible, et que la perte signifiait la fin. Mais la douleur peut être un enseignant. La honte peut devenir vérité. Et les fins, je fis une pause, regardant Olivier et Étienne, peuvent être des commencements vêtus de vêtements différents. La foule éclata en applaudissements, certains essuyant des larmes. Je souris à travers les miennes et continuai. Cette association n'est pas à propos de moi. Elle est à propos de chaque femme à qui on a dit qu'elle était trop brisée pour se reconstruire. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en cours de construction. Et le progrès est beau. Quand les applaudissements s'estompèrent, j'aperçus quelqu'un debout tranquillement au fond de la pièce. Tante Gisèle. Nous n'avions pas parlé depuis le procès. Les yeux de tante Gisèle scintillaient de larmes alors qu'elle s'avançait. « Tu l'as fait, ma puce » murmura-t-elle. Je l'embrassai. Il ne restait plus de colère. Juste le pardon. Nous l'avons fait, toutes les deux. Plus tard dans la soirée, quand la foule se dispersa et que les lumières de la ville scintillaient derrière les fenêtres, je me glissai sur le balcon avec Olivier. La ligne des toits s'étendait devant nous, Paris brillant comme un battement de cœur. « Penses-tu parfois à lui » demanda Olivier doucement. « Parfois, avouai-je, mais pas avec haine. Plutôt comme on regarde une vieille cicatrice. Ça ne fait plus mal, mais ça me rappelle d'où je viens. » Il hocha la tête, passant son bras autour de mes épaules. « Ils l'ont transféré le mois dernier, n'est-ce pas? » « Oui. Dans le nord du pays. Sécurité minimale. Il sortira un jour. » Je pris une lente inspiration. Mais ça n'aura plus d'importance. J'ai cessé de vivre dans son ombre il y a longtemps. À l'intérieur, Étienne riait, poursuivant son reflet dans le verre. Le son emplissait le silence comme la lumière du soleil inondant les coins sombres. Je me tournai vers Olivier. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, je pensais que mon histoire était terminée. Je ne réalisais pas qu'elle attendait juste le bon co-auteur. Il sourit doucement. Alors continuons à écrire. Pas de méchants cette fois. Juste la paix, le café, et des matins qui ne font pas mal. Je ris, posant ma tête sur son épaule. D'accord. En bas, les taxis serpentaient sur l'avenue, leurs lumières scintillantes comme des fils d'or dans la nuit. Je levai les yeux vers les étoiles et murmurai pour chaque femme encore prise dans sa tempête. Accrochez-vous. La pluie finit toujours par cesser. Olivier serra ma main. Et quand elle cessera, dit-il,
vous verrez tout le ciel. Car la survie est la première victoire, mais le pardon, la paix, et l'amour qui arrive après la ruine, ça, c'est la victoire finale. En regardant le chemin parcouru, je comprends qu'Antoine a échoué non pas par manque de millions d'euros ou de la puissance d'un grand nom. Il a échoué parce qu'il a jugé les êtres humains par leurs apparences brillantes, par leurs titres élevés, et qu'il a méprisé la simplicité. C'est le prix à payer pour l'arrogance, pour avoir dédaigné la partenaire qu'il pensait pouvoir contrôler entièrement. Mais plus profondément, je réalise que cette trahison ne résidait en aucune de mes faiblesses. Elle émanait de l'insécurité et de l'ego fragile d'Antoine. Il avait besoin de se sentir indispensable, d'être admiré à tel point qu'il ne pouvait affronter une femme autonome, silencieuse mais forte. Mon indépendance, que Antoine aurait dû chérir, est devenue une menace, provoquant l'effondrement de son propre moi. Ma véritable victoire n'a pas été de me venger bruyamment, ni de l'humilier publiquement. Ma victoire a été de préserver ma dignité, de partir sans explication, sans ressentiment, et de vivre en accord avec les valeurs que je porte. C'est là que j'ai trouvé la véritable paix. La vie est ainsi, parfois la plus grande tempête arrive pour ouvrir la voie à un plus beau lever de soleil. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais nous pouvons entièrement choisir la manière dont nous réagissons, la manière dont nous vivons. Comme on dit, la véritable victoire n'est pas de vaincre l'autre, mais de se vaincre soi-même. Et vous, chers auditeurs, après tout ce que vous avez traversé, comment définissez-vous votre propre victoire? L'histoire de Clara Dubois s'achève ici. Que pensez-vous de la décision de Clara? Auriez-vous agi différemment à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je les lis toujours attentivement, mot pour mot. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec quelqu'un qui pourrait, selon vous, être ému, et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Je vous donne rendez-vous pour le récit suivant, et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être vous. Cette histoire est fictive, et les actions présentées ne doivent pas être reproduites dans la vie réelle, regardez-la comme une réflexion sur les relations humaines.